Vous vous êtes certainement déjà confronté à cette fameuse question de corpus, mais pour que tout le monde puisse être à l'aise, je propose qu'on reprenne tout à zéro. Donc, le jour de l'épreuve, vous avez 4 heures, mais la question de corpus ne compte que pour 4 points. Il faut donc y passer à peu près 45 minutes, histoire de se garder 3 bonnes heures pour la suite du sujet qui est sur 16 points. Mon premier conseil, c'est de lire tout le sujet en cherchant déjà à comprendre sa cohérence. Il faut savoir qu'un sujet du bac gravite toujours autour d'une problématique principale. Lors de cette première lecture, essayez de vous mettre à la place du comité de conception du sujet pour analyser les différentes parties, l'objet d'étude, la question de corpus, la liste des œuvres, le paratexte, les sujets d'écriture et bien sûr, il faudra lire attentivement et intelligemment les extraits eux-mêmes. Vous allez voir que tout est lié et que tout est fait pour vous orienter. D'abord, l'objet d'étude. Vous allez normalement reconnaître un thème que vous avez déjà étudié en profondeur depuis l'année de seconde. On va tout de suite passer en revue ces différents objets d'étude. Le but, c'est de mobiliser votre esprit sur les bons outils et les bonnes problématiques. Si vous tombez sur la question de l'homme dans les genres de l'argumentation, alors vous allez rechercher les liens logiques, les thèses, les arguments, les exemples. On va certainement avoir un registre polémique, mais aussi des raisonnements logiques. Souvenez-vous des distinctions que vous avez vues en cours. Convaincre fait appel à la raison, persuader fait en plus appel aux émotions et la délibération incite à l'action. Du coup, les temps seront importants, le futur se projette dans l'action, le conditionnel permet de faire des hypothèses, etc. On va se demander à chaque fois qui parle et à qui. Si vous tombez sur écriture poétique et quête de sens du Moyen-Âge à nos jours, pensez tout de suite à la métrique. Il va y avoir des rimes, du rythme, des sonorités et de la musicalité. Vous aurez certainement des formes fixes, des octosyllabes, des alexandrins, mais vous aurez aussi très probablement un poème du XXe siècle en vers libre. Vous allez certainement trouver des métaphores, des jeux de contraste, des sensations associées à des émotions. On va se demander à chaque fois quel est le positionnement du poète. Est-ce qu'il parle de lui-même? Est-ce qu'il s'adresse à la personne aimée ou à une personne absente? Si vous tombez sur le personnage de roman du XVIIe à nos jours, vous avez tout de suite le réflexe de distinguer ce qui relève de l'action et ce qui relève du portrait. Songez au schéma actentiel. Les personnages ont toujours un rôle précis dans la narration. En même temps, ils représentent des valeurs, ils véhiculent toujours une vision du monde. Le personnage entretient toujours un rapport avec l'intrigue, avec l'auteur et avec le lecteur. Vous aurez à vous demander ce que l'auteur souhaite nous transmettre en nous présentant ainsi ces personnages. Si vous tombez sur le texte théâtral et sa représentation du XVIIe siècle à nos jours, le texte est alors un échange de répliques, évidemment. Recherchez quel personnage parle le plus, s'il y a des monologues. Mais le théâtre, c'est aussi une mise en scène. On sera donc sensible aux didascalies, aux indications de gestes, de décors et de costumes. Le théâtre, c'est enfin une relation particulière avec le spectateur, qui accepte d'entrer dans un monde d'illusions. Parfois, le spectateur est impliqué avec des apartés, et même interpellé directement. On dit alors que le dramaturge brise le 4e mur. Si vous êtes en filière L, vous pouvez aussi avoir le thème « Les réécritures du XVIIe siècle jusqu'à nos jours ». Dans ce cas, c'est un sujet très culturel. Vous aurez certainement un mythe célèbre revisité à travers les siècles. Du coup, il faudra mobiliser vos connaissances en histoire littéraire. Chaque auteur se réapproprie un mythe en fonction des problématiques de son époque, en fonction d'un mouvement et en réaction au mouvement précédent. Les formes aussi vont changer, ce n'est pas anodin de passer du théâtre au roman à la poésie. Pour réussir l'épreuve de corpus, trouvez d'abord ce qui est constant, le mythe, la relation entre les personnages, le sentiment tragique, etc. Et montrez ensuite comment tout cela entre au service d'un projet littéraire à chaque fois différent. Enfin, toujours si vous êtes dans la filière L, vous pouvez avoir un dernier objet d'étude spécial, vers un espace culturel européen, Renaissance et humanisme. Cette fois, on se focalise sur un siècle précis, le XVIe siècle. Mais par contre, on va trouver des points de vue variés, souvent éloignés géographiquement. Remettez-vous un instant dans le contexte des grandes découvertes, de l'imprimerie, des guerres de religion et de la traduction des anciens. C'est certainement dans les valeurs que vous allez trouver des points communs et des différences, la place de l'éducation, le rôle des textes antiques, la défiance à l'égard des apparences, etc. Alors on est d'accord, l'objet d'étude c'est un domaine assez vaste, mais justement la question de corpus en elle-même va vous permettre de restreindre le champ de réflexion sur une seule thématique. Par exemple, si vous tombez sur le roman et ses personnages, la question pourra se centrer sur les relations entre les personnages, la focalisation, le portrait, etc. Pour le théâtre, vous devrez certainement vous focaliser sur la représentation d'un moment clé, la scène d'exposition, le dénouement ou un monologue. On peut aussi s'attendre à une question sur la représentation d'un sentiment particulier, le rire, la colère, le sentiment tragique de terreur et de pitié.
En poésie, un thème central va ressortir, la nature, la mer, la guerre, le voyage, etc. Ce qui est intéressant alors, c'est de voir comment les différents poètes du corpus s'approprient ce thème pour transmettre une émotion. Pour l'argumentation, la question va porter sur un thème général, presque philosophique, la liberté, le pouvoir, l'éducation, le rapport de l'homme au monde, etc. Mais ce qui va intéresser le jury, ce n'est pas tant votre raisonnement philosophique que votre analyse littéraire de la manière dont ce thème est traité par les différents auteurs. Pour l'instant, on est d'accord, il ne s'est écoulé qu'une ou 2 minutes. Vous avez juste pris connaissance de l'objet d'étude et de la question de corpus, c'est tout. Vous avez peut-être fermé les yeux un instant pour rassembler vos connaissances, mais vous ne savez pas encore ce qu'on attend de vous. Votre cerveau est en alerte et disponible, sans préjugés. C'est le moment de prendre une feuille de brouillon. On va faire 3 colonnes pour commencer à déblayer le quoi, le comment et le pourquoi. Horizontalement, les lignes vont servir à délimiter les 3 ou 4 extraits du corpus. D'abord, on va chercher à remplir le quoi. C'est quoi ces textes qu'on nous propose? On repère les grandes catégories qu'il faudra mobiliser. Avec l'objet d'étude, vous avez déjà le genre. Théâtre, roman, poésie, argumentation. Maintenant, avec la date et le nom de l'auteur, vous allez certainement réussir à relier un extrait ou 2 à un mouvement. Certains auteurs sont incontournables. Molière et Racine sont associés au classicisme, Victor Hugo au romantisme, Balzac, Maupassant et Flaubert au réalisme, Zola au naturalisme, Baudelaire au symbolisme. Mais ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à situer tous les textes, c'est normal. En général, les textes les plus difficiles à situer appartiennent au XXe siècle. Simplement, ne vous laissez pas impressionner. À ce stade, vous pouvez commencer à survoler les extraits pour valider vos intuitions. Par exemple, pour le roman, vous n'avez besoin que d'un coup d'œil pour voir si vous avez des dialogues, des scènes d'action, ou bien des portraits ou des descriptions. Vous allez très vite voir s'il y a un narrateur qui parle à la première personne ou pas. Pour le théâtre, c'est assez facile de voir si vous avez beaucoup d'échanges, des répliques longues, des stichomitis, c'est-à-dire des répliques très courtes, ou encore des monologues. Normalement, on vous indique la scène. Si vous avez des actes 1, scène 1, vous allez forcément parler de scène d'exposition. Si vous avez des actes 5, scène 5, a priori, vous allez travailler sur le dénouement. Si vous trouvez des actes 2, actes 3 ou 4, ce seront des moments clés de rebondissement ou d'aveu qui vont jouer un rôle vers le dénouement. Pour la poésie, un coup d'œil également permet de voir si vous avez un sonnet, si la forme est régulière. A priori, il y a peu de chances pour que vous ayez un rondeau ou une ballade. En tout cas, vous allez très vite voir si les alexandrins dominent ou si l'on trouve d'autres maîtres comme les octosyllabes, qu'on retrouve notamment dans les fables ou dans les chansons de gestes au Moyen-Âge. Les enjambements et les vers variés montrent une certaine réaction à l'égard du classicisme. Au XXe siècle, les poèmes en vers libre vont vous sauter aux yeux. Vous pouvez même éventuellement avoir un calligramme d'Apollinaire. Dans le cas de l'argumentation, vous allez aussi voir très rapidement s'il y a des points d'exclamation, des émotions, des dialogues, des invectives avec des questions rhétoriques. Dans ce cas, vous êtes certainement en face d'un texte polémique. Si au contraire le développement se déroule avec de nombreux connecteurs logiques, vous êtes certainement en face d'un texte explicatif. Maintenant qu'on a bien déblayé le terrain, nous allons jeter un coup d'œil au sujet d'écriture. Cela va vous donner plusieurs indices importants, et notamment cela va vous aider à cerner le pourquoi. On va commencer à se demander quelles sont les intentions cachées des auteurs. D'abord, le commentaire composé va vous indiquer quel est l'extrait le plus important du corpus, le texte central. C'est important de savoir ça parce que cela va vous guider pour définir les autres textes. Au lieu de partir dans tous les sens, vous avez un bon point d'appui. En plus, en général, c'est un auteur que vous connaissez, Zola, Hugo, Molière, Baudelaire, etc. Maintenant, c'est le moment parfait pour prendre connaissance du sujet de dissertation. L'air de rien, c'est fondamental pour répondre à la question de corpus. Le sujet de dissertation va vous révéler ce qui préoccupe tous les auteurs du corpus. Je vais tout de suite vous donner quelques exemples pour que ce soit plus clair, mais je vais essayer de rester suffisamment général pour que la méthode puisse s'appliquer à tous les sujets. Imaginons par exemple qu'on est dans l'objet d'étude sur les personnages de romans. La question de corpus restreint la réflexion sur le portrait. Et bien maintenant, le sujet de dissertation va vous apporter une information supplémentaire. Par exemple, ces portraits amènent le lecteur à juger le personnage. Autre exemple, on travaille sur le théâtre et sa représentation. La question de corpus indique que les passages sont à chaque fois des moments de rencontre, par exemple. Eh bien, le sujet de dissertation va peut-être interroger les apparences ou encore la moralité des personnages. Vos extraits mènent alors certainement une réflexion morale. Troisième exemple, mettons qu'on travaille sur l'argumentation. Admettons que les extraits sont polémiques et que la question de corpus porte sur un sujet de société, politique ou judiciaire. Bien, en règle générale, le sujet de dissertation va poser la question du rôle de la littérature pour améliorer la société, faire réfléchir, inviter le lecteur à passer à l'action.
etc. Dernier exemple, mettons qu'on travaille sur la poésie. Les extraits parlent tous différemment de la nature. Le sujet de dissertation va certainement interroger le rapport du poète avec cette nature, le sentiment euphorique ou dysphorique, l'inclusion ou l'exclusion de l'homme dans la nature. Encore une fois, le sujet de dissertation va dépendre des intentions cachées des poètes. Enfin, lisez le sujet d'invention. Cette fois, vous allez confirmer toutes vos intuitions. En général, le sujet d'invention vous invite carrément à vous mettre à la place d'un des auteurs des extraits. On va vous amener à vous approprier précisément le sujet de préoccupation des auteurs du corpus. Vous pourrez peut-être prendre position, nuancer ou renchérir. Normalement, à ce stade, une dizaine de minutes se sont écoulées depuis le début de l'épreuve. Vous allez maintenant pouvoir passer à la lecture des extraits. Mais attention, c'est le moment où vous risquez de perdre du temps. Vous ne pouvez pas faire une analyse détaillée de tous les textes, c'est impossible. Du coup, j'ai 2 conseils pour éviter de perdre du temps à cette étape-ci. D'abord, soulignez dès la première lecture tous les passages qui vous semblent les plus forts et les plus représentatifs. C'est ceux-là que vous allez utiliser en priorité. Comme ça, vous préparez tout de suite vos futures citations et vous aménagez des repères visuels qui vous aideront à revenir à travers les extraits au moment de la rédaction. Deuxième conseil, faites toujours un plan synthétique, c'est-à-dire que vous allez trouver 2 ou 3 grandes lignes d'analyse communes et ensuite vous montrerez à chaque fois les points communs et les différences au sein de ces lignes d'analyse. Le secret pour gagner du temps, c'est d'utiliser le comment pour faire le plan et le pourquoi pour montrer les différences. La lecture des textes consiste donc à repérer les grandes catégories de comment. Ensuite, il suffit d'en trouver 2 ou 3 pour que votre plan soit complet. En général, le plus révélateur et le plus courant, ce sont les métaphores ou les métaphores filées. Très souvent, les extraits des corpus reposent sur une métaphore, sur une image forte. Du coup, il suffit de retrouver le comparant, le comparé et le point d'analogie pour montrer les distinctions profondes d'un texte à l'autre. Dans la plupart des extraits, on peut facilement trouver des effets de contraste et des oppositions, repérer les parallélismes, les chiasmes, les négations et les restrictions. Il est alors assez facile de montrer que les extraits du corpus n'opposent pas exactement les mêmes valeurs. À partir de là, il est plutôt facile de faire émerger les points communs et les différences d'un texte à l'autre. Dans de nombreux cas, vous pouvez faire un paragraphe uniquement sur la question des émotions. Relever les différentes marques d'émotion et de subjectivité, avec la ponctuation, les adverbes intensifs, les hyperboles, etc. Vous allez montrer que les textes utilisent des procédés parfois communs, mais pour provoquer des effets très différents. Si vous avez du mal à trouver 2 ou 3 phénomènes vraiment marqués, vous pouvez toujours interroger le lexique. C'est un peu plus banal, mais ça reste pratique et rapide. Il suffit de repérer des champs lexicaux, éventuellement des mots techniques ou des néologismes, et de montrer que ces mots provoquent des effets différents d'un texte à l'autre. Pour finir en beauté, si vous êtes à l'aise, je vous conseille d'interroger la présence de l'auteur à travers son œuvre et son positionnement vis-à-vis du lecteur. Il suffit pour cela de repérer les marques de première et de deuxième personne, les parenthèses et les apartés, les marques d'ironie. C'est génial pour terminer votre réponse car vous montrez au correcteur que vous êtes allé chercher les intentions les plus profondes de l'auteur. Voici quelques exemples. En poésie, le poète est une voix qui témoigne, qui parle en son nom ou bien au nom de l'humanité. Parfois même, elle donne la parole à des allégories. Dans le roman, le narrateur participe parfois à son histoire. Il est parfois omniscient. L'auteur peut faire passer son point de vue à travers des formules ironiques, par exemple. Dans l'argumentation, vous pouvez avoir un orateur qui s'adresse à une foule, un dialogue platonicien, un avocat qui plaide une cause, un professeur qui explique un phénomène, un penseur qui cherche une vérité. Au théâtre, on a déjà parlé des apartés et des didascalies. On peut aussi ajouter les effets d'ironie. Le dramaturge fait souvent voir son avis à travers les rôles de confident, par exemple. Si vraiment vous ne trouvez pas au moins 2 grandes lignes d'analyse parmi toutes ces possibilités, pas de panique. Rabattez-vous sur une grande catégorie grammaticale qui vous met à l'aise. Comparez les adjectifs ou les adverbes d'un texte à l'autre. Prenez les verbes et comparez la valeur des temps d'un extrait à l'autre en valorisant ceux qui sortent de l'ordinaire, le présent de vérité générale, le subjonctif ou le conditionnel. À cette étape, il s'est écoulé une demi-heure à peu près. Vous avez terminé votre analyse du sujet et vous avez lu vos extraits en soulignant tous les passages importants. Vous avez votre plan et vous savez exactement ce que vous allez dire dans chaque partie. On se donne un quart d'heure pour rédiger la réponse avec des phrases courtes, sans abréviation. N'oubliez pas de bien sauter des lignes après l'intro et avant la conclusion et de passer à la ligne entre les paragraphes. Je vous laisse regarder un instant à quoi doit ressembler votre copie finale. En introduction, 3 étapes. D'abord, on introduit l'objet d'étude et on restreint tout de suite en donnant le thème de la question de corpus.
Ensuite, on présente les textes, c'est-à-dire qu'on cite les auteurs et les titres en les groupant tant que possible par siècle ou par mouvement, c'est presque du recopiage. Enfin, vous reformulez la question de corpus en gardant le principal et vous terminez par un point d'interrogation. Pour la question de corpus, pas besoin d'annoncer le plan. Dans certaines filières, vous avez peut-être 2 questions de corpus, c'est le plan qu'on vous donne. Dans le développement, vous allez mettre en œuvre votre plan synthétique. Mettons par exemple que vous avez retenu des jeux d'opposition, des émotions et la présence de l'auteur dans chaque extrait. Dans un premier paragraphe de quelques lignes, vous allez montrer que les jeux d'opposition révèlent des systèmes de valeurs différents. Dans un deuxième paragraphe, vous allez montrer par exemple que les émotions sont traitées différemment d'un texte à l'autre, avec des techniques parfois similaires pour des effets bien distincts. Dans le troisième paragraphe, vous allez comparer les différentes positions des auteurs respectifs, en montrant par exemple les différents degrés d'engagement ou de témoignage de chacun de ces auteurs. N'oubliez pas de citer à chaque fois un minimum vos textes, en prenant pour point d'appui, si besoin, l'extrait qui est proposé aux commentaires composés. S'il vous reste un peu de temps, vous pouvez terminer sur une petite phrase de conclusion. Mais ne vous perdez surtout pas dans les différences, vous avez déjà bien insisté dessus pendant le développement. Au contraire, insistez sur l'intérêt de l'aspect transversal du thème. Quelque part, vous flattez le jury en montrant que vous avez bien compris la cohérence du sujet. Et n'oubliez pas de réserver un moment à la fin pour relire votre réponse, histoire de corriger les petites fautes d'orthographe et de syntaxe. C'est tout à fait normal d'en laisser passer dans la précipitation. Avec cette méthodologie, vous pouvez normalement réaliser n'importe quel sujet, mais avec l'expérience, vous allez certainement sortir un peu des sentiers battus. N'hésitez pas à innover un peu, vous allez certainement trouver des axes plus appropriés, de nouvelles techniques pour gagner du temps. On est tous différents, donc le plus important, c'est de vous approprier la méthode, et non de l'appliquer comme une recette. Après, c'est tout à fait normal si vous n'êtes pas tout de suite parfaitement à l'aise. Il va falloir prendre vos repères. Au début, vous allez avoir un peu de mal à vous y mettre. Vous n'allez pas réussir à respecter les temps. C'est juste une question d'expérience. Plus vous allez en faire, plus vous allez voir que c'est toujours la même chose. Pour vous aider, j'ai réalisé plusieurs sujets d'annales de 2015. Ce sont des vidéos où je traite pas à pas des questions de corpus sur le roman, le théâtre, la poésie et l'argumentation. Bon, j'espère que tout cela vous sera utile. Bon courage et bonne réussite pour le bac de français. Au revoir.